Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une ce soir. Le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique au cœur des travaux de la 6e conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance. Des travaux qui ont débuté aujourd'hui à Alger en présence du président de la République arabe sahraoui démocratique et en présence également de 100 participants représentant 53 pays. La Palestine en deuil. Ce vendredi, au moins 12 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec l'armée israélienne suite à une grande manifestation de grande ampleur tenue aujourd'hui à la veille de la journée de la terre palestinienne. Et puis en Algérie, on parle également de la lutte contre le cancer de la prostate. C'est l'une des priorités du secteur de la santé. Cette maladie progresse malheureusement au fil des années à cause de l'inversement de la pyramide des âges. Les explications à suivre tout à l'heure. Et puis on ira à Taraf, au nord-est de l'Algérie, pour parler d'un investisseur qui a réalisé une surface totale de 28 000 mètres carrés de chambres froides qui servent aussi pour le stockage de la pomme de terre. C'est un reportage grand format prévu tout à l'heure également. Bienvenue à tous. Pour l'actualité donc, d'abord le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melascanu, effectuera à partir de demain une visite officielle en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abqad al-Messahel. C'est ce qu'annonce ce vendredi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette visite donnera lieu à une évaluation exhaustive de l'état et des perspectives des relations bilatérales, ainsi qu'au renforcement du dialogue et de la concertation politique de haut niveau entre les deux pays, précise encore le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et puis également, les deux ministres des Affaires étrangères échangeront aussi leurs appréciations respectives sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. J'ai annoncé également en titre, la Palestine en deuil. Aujourd'hui, 12 Palestiniens ont été tués lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Vous le voyez sur ces images, ces 12 Palestiniens qui ont été tués lors d'une manifestation de grande ampleur qui s'est déroulée à la frontière palestinienne, donc de la bande de Gaza avec la frontière israélienne. Une journée de deuil à la veille de la journée de la terre palestinienne prévue demain. Les Palestiniens donc qui enterrent leurs morts aujourd'hui, journée de grande violence qu'a vécue la bande palestinienne. Voilà donc pour la Palestine. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir demain avec plus d'images et plus de détails sur cette journée sanglante. Nous allons à présent dans une autre région de la planète qui vit également un autre drame, le Yémen, pays ravagé par la guerre depuis quelques années. C'est une guerre sans merci que se livrent jusqu'à aujourd'hui d'un côté les rebelles Houthis, du côté yéménite, et puis la coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite. C'est un conflit sans issue qui a plongé la population yéménite dans une crise profonde, une population qui vit aujourd'hui la famine, mais aussi les maladies, le choléra notamment, qui gagne du terrain, et puis une catastrophe humanitaire sans conteste qui, à ce jour, passe totalement inaperçue aux yeux du monde. On fait un point d'analyse de la situation actuelle au Yémen avec Kamel Yamelad. Dans une guerre qui a entraîné plus de 10 000 morts et 53 000 blessés depuis plus de 3 ans, le Yémen fait face à la pire situation humanitaire dans le monde. Quelques 17 millions de personnes, soit 60% de la population totale, souffrent d'insécurité alimentaire, alors que 7 millions de personnes sont exposées à la famine. Actuellement, un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 10 minutes. Dans ce pays en proie à un blocus total depuis le 4 novembre, près de 10 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, alertent les ONG. Alors que l'eau potable et la nourriture et l'accès aux soins médicaux manquent, des épidémies de diphtérie et de choléra se répandent.
Aujourd'hui, on s'approche d'1 million de personnes touchées par cette épidémie. En moyenne, quelques 5000 individus tombés malades chaque jour avec des symptômes du choléra. Par ailleurs, 80% de la population du Yémen vit dans la pauvreté et les enfants sont les premières victimes de la guerre. 41% de cette frange avait été atteinte de cette épidémie en raison du manque d'accès à l'eau et à la vaccination, tandis que les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 30% des décès. En outre, parmi les 2,2 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, 462 000 souffrent de malnutrition grave et aiguë. 2 tiers des habitants du Yémen dépendent actuellement de l'aide humanitaire, soit environ 20 millions de personnes, autant de civils qui payent un lourd tribut dans un conflit qui s'enlise chaque jour un peu plus. Revenons à présent sur l'événement du jour, les travaux de la 6e conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance. Ces travaux qui ont débuté ce vendredi à Alger en présence du président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali et de pas moins de 100 participants venus de 53 pays. Le compte rendu d'Amal Bouakba. C'est un véritable plaidoyer en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Quand lancé à Alger, les participants venus des 4 coins de la planète à la 6e conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance, mettant en avant le cas du peuple sahraoui. Les intervenants ont salué le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui et son droit à l'autodétermination conformément à la légalité internationale. L'Algérie a toujours soutenu les causes de libération dans le monde et à leur tête la cause du peuple sahraoui. Et grâce à la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a de tout temps défendu le droit des peuples africains, asiatiques, latino-américains à l'autodétermination et à l'indépendance. Je tiens aussi à saluer le rôle central de l'Algérie lors de la promulgation de la résolution historique de l'Assemblée générale de l'ONU 1514 en 1960, relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples opprimés. Une rencontre qui a été marquée par la présence de brillants militants sahraouis. De tout un processus de solidarité, de soutien de l'Algérie. C'est un soutien inconditionnel et pour moi c'est important parce qu'il y a une présence notable, une grande présence internationale de personnalités de haut niveau et j'espère qu'il aura un grand écho pour faire lumière sur la question surtout des violations des droits de l'homme commises par l'État du Maroc au territoire occupé du Sahara occidental et pour aussi vraiment exercer pression sur le Maroc pour qu'il obéisse à la légalité internationale et ouvre le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui pour qu'il décide son futur. Le président sahraoui s'est également félicité de la position de l'Union africaine. Je suis satisfait des derniers développements de la question sahraoui et notamment de la place qu'occupe l'État sahraoui sur la scène internationale, particulièrement en Afrique, à la faveur des dernières décisions de l'Union africaine et selon lesquelles l'occupant marocain est tenu de respecter les frontières héritées au lendemain de l'indépendance et de ce fait son retrait des parties qu'il occupe au Sahara occidental. Les participants ont dénoncé les violations des droits du peuple sahraoui et le pillage de ses ressources naturelles par l'occupant marocain. Sur le plan européen, nous continuons toutes les procédures, notamment sur la pêche. Il va y avoir un accord sur l'aviation civile. Donc nous construisons systématiquement des recours. Nous avons mené une bataille juridique, mais le droit ne fait rien sans la politique. Et nous voyons aujourd'hui une forte affirmation politique sur la terre d'Algérie et en lien avec la grande solidarité. Donc c'est comme cela que nous pouvons avancer. Cette rencontre prouve que le Sahara occidental a des amis partout dans le monde. C'est un élan de solidarité formidable pour permettre au peuple sahraoui de jouir de sa liberté. Nous sommes là pour réaffirmer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et faire pression sur les gouvernants occidentaux pour permettre aux Sahraouis d'aboutir à leurs droits. Diffusion de la cause sahraoui, de la lutte du peuple sahraoui. Alors, nous, en Argentine, nous avons eu une période de gouvernement militaire. Nous avons beaucoup de choses
en commun avec le peuple sahraoui. Un énième appel donc à travers cet élan de solidarité extraordinaire initié à Alger pour l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique. Une autre voix à écouter, celle du président de la coordination européenne des comités du soutien au peuple sahraoui, le COCO, Pierre Galland. Ce dernier considère que tout ce qui va à l'encontre de ses droits fondamentaux constitue une déstabilisation d'une région, d'un continent, voire même du monde entier, avec toutes les conséquences que cela pourrait représenter pour la sécurité et la coopération internationale entre les peuples. C'est l'exemple aujourd'hui du Sahara occidental occupé. Écoutez sa déclaration, il est au micro d'Amal Bouakbar. Il y a une réaffirmation des droits fondamentaux du peuple sahraoui, droit à l'autodétermination et à l'indépendance, résolution 1514, qui revient dans l'ensemble des documents comme étant la base même sur laquelle tous les juges aujourd'hui se réfèrent pour dire qu'il n'y a pas de continuité entre le Maroc et le Sahara occidental. En bref, que le Sahara occidental est bien une entité séparée, un territoire non autonome qui a droit à son indépendance. C'est important au moment où l'Europe va renégocier ses accords de pêche avec le Maroc et de faire comprendre à l'Europe qu'elle n'a pas à aller et à autoriser les bateaux européens sous licence marocaine d'aller puiser et piller les eaux poissonneuses du Sahara occidental. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Revenons sur la conférence, cette 6e conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance qui a débuté, je le rappelle, aujourd'hui à Alger. Pour revenir sur cette déclaration, la déclaration du petit-fils de Nelson Mandela, Zweli Velail Mandela, qui est membre du Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Ce dernier avait indiqué et avait rappelé lors de cette conférence que le conflit au Sahara occidental a trop duré. Aujourd'hui, dit-il, l'ONU doit assumer ses responsabilités dans ce dossier. Écoutez sa déclaration. The international community and the United Nations in particular Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités morales et légales envers le peuple sahraoui et a fixé une date pour la tenue du référendum d'autodétermination au Sahara occidental, conformément à la résolution 1514. En remontant les traces de mon grand-père en cette année de célébration du centenaire de sa vie et de son héritage, nous nous rappelons que notre liberté a été arrachée, mais que notre lutte ne peut être terminée tant que tous les territoires du Sahara occidental
occidentale ne seront pas libérés en exerçant leur droit à l'autodétermination conformément au droit international et aux résolutions et conventions des Nations Unies. Il est nécessaire aujourd'hui de créer un lobby international pour placer les ressources naturelles du Sahara occidental sous mandat de l'ONU pour mettre un terme à l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à propos des travaux de cette conférence qui se poursuit demain, samedi. En Algérie, toujours, on parle à présent de l'investissement dans le domaine agricole. Nous allons à Taraf où des chambres froides sont réalisées dans la wilaya pour le stockage et la régulation des prix de la pomme de terre sur le marché national. Abdelwahab Kawash est un investisseur privé qui a réalisé une surface importante, 28 000 mètres carrés de chambres froides qui servent, 28 000 mètres cubes de chambres froides qui servent aussi pour le stockage de la pomme. Reportage grand format de ce soir signé Badia Amari. La wilaya d'At-Tarf participe à l'effort de régulation du marché de la pomme de terre et de la pomme grâce à de gros investissements, notamment privés, réalisés dans la région. C'est à l'exemple des chambres froides réalisées par Kawash Abdelwahab, un investisseur privé. À partir de 2001, on a commencé avec 7400 mètres cubes et maintenant on est à 28 000 avec l'aide du soutien de l'État. L'objectif principal, c'est la production de semences et la régulation du marché de la pomme de terre et de la pomme en même temps. On fait du stockage de la pomme de terre sur un programme initié par le ministère de l'Agriculture. Ces chambres froides répondant aux normes internationales en la matière alimentent les wilayas limitrophes, notamment en semences de pommes de terre. Mais les principaux clients sont issus de la wilaya d'El Oued. Il y a eu aussi des tentatives d'exportation. Il y a 2 ans, on a essayé avec les pays arabes, enfin c'est les Dubaï en quelque sorte. On a exporté à peu près 600 tonnes de pommes de terre. Cette année, Inch'Allah, au mois de juin, on prévoit à peu près 2 000 à 3 000 tonnes d'exportation vers les pays, beaucoup plus les pays arabes. Parce que cette année, la pomme de terre, elle ne va pas augmenter. Pour poursuivre ces efforts de régulation et faire tourner ces chambres froides à plein régime, cet investisseur qui a déjà exporté de la pomme de terre souhaite aller vers l'importation de fruits. Toujours dans le même créneau pour faire de la régulation. C'est une pomme qu'on a achetée presque 2000 tonnes de Khenchla et Betna. La régulation qu'on fait, c'est beaucoup plus pour occuper la main-d'œuvre. J'ai un message à lancer, c'est que moi je ne vois pas, parce que ça fait 2 mois quand même que j'ai un dossier pour l'importation de la banane, mais jusqu'à maintenant je n'ai rien reçu. Abdelwahab Kawash prévoit une extension de son activité. Il s'agit de créer une unité de production de chips et des frites surgelées de plus en plus demandées sur le marché. Santé à présent. Pour lutter efficacement contre le cancer de la prostate, la Société algérienne de formation de recherche en oncologie, la SAFRO, vient d'organiser en collaboration avec l'Association des médecins maghrébins la 2e édition des Masterclass Afrique du Nord pour le cancer de la prostate. Le ministre de la Santé présent à cette rencontre a promis une meilleure prise en charge des malades atteints de cette pathologie. Jazia Bayou. À cause de l'inversement de la pyramide des âges dans les pays du Maghreb, le cancer de la prostate qui touche la tranche d'âge entre 60 et 70 ans devient l'une des premières causes de mortalité. Le gouvernement algérien, conscient de ce problème de santé publique, promet de prendre toutes les mesures nécessaires pour une meilleure prise en charge de cette pathologie. Le gouvernement adaptera les mesures aussi bien organisationnelles qui vont permettre une meilleure prise en charge de la pathologie. Il est impératif que nous organisions à partir de cette année, Inch'Allah, qu'on puisse organiser des réseaux de soins. Il faut que demain, aussi bien le médecin que le patient puissent savoir quoi faire, quand et où il doit aller. Pour une meilleure prise en charge de cette pathologie, une formation médicale continue s'impose. L'objectif de la formation, c'est la formation médicale continue, puisqu'au départ, il y a 10 ans, le cancer de la prostate, il n'était pas
parmi les 10 top en Algérie, mais d'après les données de 2015, le cancer de la prostate il est en 4e position en Algérie, avec environ 3000 nouveaux cas de cancer de la prostate en Algérie. Pour une meilleure collaboration, plus de 150 médecins et experts nationaux et internationaux participent à cette rencontre. Aujourd'hui, on assiste à un masterclass sur le cancer de la prostate. Donc on regroupe plus de 150 médecins. Il y a plusieurs experts nationaux et internationaux qui sont joints à nous pour cet événement pour former plus de 150 médecins dans la prise en charge du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, un problème de santé publique, certes, mais avec une bonne prise en charge des malades, cette pathologie pourrait être mieux maîtrisée. Le Tour d'Algérie cycliste avec la 4e étape aujourd'hui entre Tiaret et Médéa sur 172 km. Le compte rendu avec Wassila Batiche qui suit pour nous ce Tour d'Algérie. Bonne prestation des coureurs algériens lors de cette 4e étape. Le jeune cycliste sociétaire du UFC Blida, Mansouri Abderrahman, s'est distingué à récupérer le maillot jaune. Sur un parcours de plus de 178 km, le plus long et le plus rapide de cette compétition de Tiaret à Qsr al-Bukhari. Dès l'entame de la course, quelques coureurs ont essayé de se détacher du groupe. L'opération n'a pas duré longtemps. Les 74 coureurs sont restés regroupés pendant les 35 premiers kilomètres. Une autre opération a été enregistrée près de la commune de Mehdia, où le coureur du club VIP Al-Bahraini, Ali Abdelkhadour, a réussi à franchir le premier point chaud représentant le premier sprint intermédiaire avec 1 minute d'écart sur son poursuivant. À la sortie de Mehdia, les coureurs ont eu beaucoup de difficultés avec le vent. Le groupe s'est divisé en 3 pelotons, à leur tête le maillot jaune et 25 autres coureurs pour être rattrapés plus tard par le groupe. Les 15 derniers kilomètres étaient très disputés entre les cyclistes. Et à l'entrée de Qsr al-Bukhari, Youssef Reguigui a franchi le premier la ligne d'arrivée avec un chrono de 3 heures 34 minutes 17 secondes. La course, c'est très difficile aujourd'hui avec le vent et la température comme ça. Je suis très content pour la victoire et même pour le travail d'équipe. Alhamdulillah, on a au moins 2 victoires Tour d'Algérie, surtout de l'Algérie. On va commencer pour ici gagner plusieurs étapes. Pour sa part, l'Algérien Hamza Yassine du GSP Club garde toujours le maillot vert et blanc. Voici la Batiche, vous êtes en direct avec nous à partir d'Qsr al-Bukhari à Médéa et vous avez avec vous un invité. Il s'agit de Abderrahman Mansouri, coureur de l'UFC Blida, qui vient de récupérer le maillot jaune. À vous, Wassila. Oui, tout à fait, Zohel, bonsoir. Et plus exactement, nous sommes à Qsr al-Bukhari et plus exactement, Zohel, à l'Institut national de perfectionnement des équipements. Aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure durant le sujet, nous avons passé une belle étape, difficile, très rapide. Et aussi, nous avons enregistré la bonne performance des coureurs algériens. Aujourd'hui, Zohel, s'il y a bien un maillot doré à offrir, eh bien, il sera destiné au public, à la population de la daïra de Qsr al-Bukhari. Ils étaient tout simplement magnifiques. Exactement aussi, avec moi aussi le champion, le détenteur aujourd'hui du maillot jaune, du jeune coureur. Il est un peu fatigué, mais il est là ce soir avec nous, il fait un peu frais. Le jeune Mansouri, sociétaire du club UFC de Blida, bonsoir. Aujourd'hui, vous avez réussi à décrocher le maillot jaune. Donc la course était quand même difficile. En fait, oui, la course s'est passée vraiment vite. On a fait une moyenne de 50 à l'heure. Et après, avec les bordures et tout ça, j'étais devant. Et j'ai pas cru que je prends le maillot aujourd'hui. Ah bon? Ouais, parce que
Parce qu'il reste encore 3 étapes et comme si dure toujours avec les bordures, alors je voulais au moins le prendre le dernier jour. Ils disent qu'il y a un col de 20 km. Mais bon, comme on dit, il Et il reste encore à faire. Ouais, il reste 3 étapes, surtout demain. Demain, ils disent que si vallonné, il y a vraiment le vent de côté. Il faut que je sois toujours devant pour garder le maillot. En tout cas, il faut honorer le sport algérien, le cyclisme algérien. On compte beaucoup sur vous, Mansouri Abdelrahman. Justement, nous allons un petit peu parler de cette étape, la 5e étape, Zohir. Donc, ça va être sur un parcours vallonné. Donc, la compétition sera sûrement rude, mais en tout cas, nous réservera beaucoup de surprises. Donc, restez avec nous. On va donner le maximum d'informations sur cette 21e édition du Tour d'Algérie. Merci beaucoup, Wassila Batiche, et bravo encore une fois pour Mansouri Abdelrahman d'avoir décroché ce maillot jaune. J'espère qu'il le gardera bien sûr pour la suite de la compétition. Alors du sport toujours cette fois avec la 24e journée de Ligue 1 à Mobilis. 5 matchs ont été joués cet après-midi, à commencer par le derby algérois entre le CR Belouizdad qui s'est défait de son voisin, l'USM Alger, sur le score étriqué d'1-0 grâce à un pénalty magistralement tiré par Bellaili. Voilà donc les images et ce pénalty qui a été donc accordé et le but réalisé par Bellaili. Et puis à noter également, la belle opération de cette journée est à mettre à l'actif du Net Hussein Dey qui est allé ramener les 3 points de la victoire de Sidi Blabès devant l'équipe locale USMBA. Et cela suite à un chef-d'œuvre de Khassef. Voilà donc pour les matchs qui ont été joués donc. Et aussi, notez que 3 autres matchs joués cet après-midi ont vu la JSK arracher le point au match nul avec 1 but partout. Lors de son déplacement à Biskra, le DRB Tajinet a battu la JS Saoura sur le score de 2-0, alors que le MC Alger a étrillé la lanterne rouge, le SM Bida, sur le score très lourd de 4-1. Un dernier sujet sur le tourisme. On s'intéresse à Ardaya. Ce soir, une centaine de projets ont été validés par les pouvoirs publics dans le secteur du tourisme. La vallée du Mzab a elle seule drainé plus de 500 touristes étrangers durant ces derniers mois. Reportage aussi la Bouchareb. La vallée du Mzab, avec ses qsours classés patrimoine universel par l'UNESCO, continue à charmer et à séduire les visiteurs. Ils ont été plus de 500 touristes étrangers durant ces derniers mois à se rendre dans la vallée. Je viens de Paris, du 95. C'est votre première fois à Ardaya? Oui, c'est ma première fois. Comment vous trouvez Ardaya? C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est une ville calme. Les gens Korama, Allah Ibarak. Accueillante? Oui. Tour opérateurs et propriétaires de maisons d'hôtes ne peuvent que s'en réjouir de la cadence accélérée enregistrée dans le flux touristique. Les prix sont compétitifs et l'accueil est excellent. Conscients de l'impact direct du secteur sur l'économie locale, les pouvoirs publics ont validé une centaine de projets pour pallier notamment au manque d'infrastructures d'accueil. Et la liste est ouverte. Un grand terrain, il y a des gens qui sont hors wilaya qui sont venus investir dans ce domaine. Et j'ai délivré peut-être une centaine d'agréments, une centaine de permis de construire. Et il y a des hôtels qui sont en train de se réaliser actuellement. En ce moment, il y a combien de projets? En ce moment, il y a peut-être une dizaine qui ont commencé. C'est-à-dire une centaine sur le plan de la paperasse et tout. Et nous avons des aides aussi, des zones d'expansion touristique. Nous sommes à Bni Yezgen. D'aucuns ne peuvent résister à l'emprise de la cité millénaire. ولا الشباب ما شغل ما كنتش على بالي شغل في الصحراء كاين هكذا لي شوز شابين كيما خردايا. عجبتك؟ ولا راه عجبتني. واش اللي عجبك فيها؟ عجبتني لي كونستركسيون شغل ماشي شغل سي كلكو شوز ديفيرون. Bon, il y a la culture, les Mouzabites, il y a un peu de tout. Bien sûr, la construction, le nas,
يرحبوا بضيوفهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد الله والإسلام بسم الله الرحمن الرحيم. Autre décor, autre atmosphère, rencontre atypique avec Ahmed. تذكر النخله ونتكلوا على مولانا باش حتى النخله تجي زينه وتجي ملوخه حتى لا سهل فيها ربي في التمره تجي كبيره وتجي الاخرى. Comme tous les visiteurs, nous sommes tombés sous le charme de cette vallée paisible et envoûtante. Nous la quittons donc sur un goût d'inachevé en espérant y retourner le plus vite possible. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.